Bonjour. Celui qui s'enseigne sur l'univers avec lucidité comprend assez tôt qu'il est fait de telle façon qu'il n'a d'autre choix que de générer la vie. Personnellement, je pense que c'est sa mission première que d'engendrer la vie, mais aussi l'intelligence et en dernier ressort, la conscience de cette vie. Mais qu'est-ce que la vie justement ? Pour le moment, les phénomènes qui déterminent la vie n'ont été observés que sur la planète Terre. Et ces phénomènes observés, classés en tant que définition de la vie, diffèrent légèrement selon les observateurs. Mais globalement, c'est un ensemble de manifestations des organismes biologiques qui sont communs aux végétaux et aux animaux et qui leur permet de réagir et de s'intégrer dans leur environnement. Un être vivant est capable de puiser dans son milieu sa propre subsistance afin de composer lui-même sa forme. Et de là découlent toutes les autres circonstances qui favorisent ce corps à se développer, prospérer et lutter contre la mort. Ces épiphénomènes comprennent, entre autres, la régénération, la reproduction et l'évolution. Mais peut-on se contenter de cette description pour décider de ce que peut être véritablement la vie? Et la vie a une histoire, et afin de vous raconter cette histoire, il nous faut revenir à ses débuts. Alors, quelle est l'histoire? Lorsque nous disons qu'un être vivant est capable de puiser dans son milieu les substances nécessaires pour composer son corps, cela peut inclure un cristal. Car effectivement, un cristal en phase de croissance grandit, il est capable de choisir des éléments de sa nature afin de ne pas créer d'impuretés lors de sa croissance. Il choisit entre les matières qui l'entourent celles qui lui soient nécessaires. Pouvons-nous alors le considérer pour autant comme vivant? Un être vivant est celui qui doit se régénérer, se reproduire pour assurer la prospérité de l'espèce. Mais là aussi, certaines formes de vie ne rentrent pas dans cette classification. Comment peut-on considérer alors une mule comme un être vivant ? Comment la classer dans cette catégorie alors qu'elle ne peut pas se reproduire? Il faut donc réfléchir à la question sur plusieurs plans. Pour être considéré comme vivant, un organisme doit être capable de naître, de se développer, de mourir. Les animaux, les plantes, les champignons et les bactéries sont l'exemple même de la vie. Ils sont aptes à respirer, à se nourrir et à produire des déchets. Pour survivre, les êtres vivants doivent être enclins à se reproduire et à s'adapter à leur environnement. Et les plus développés communiquent entre eux par différents procédés. Certains peuvent se déplacer par leurs propres moyens. La classification s'appelle la phylogénétique et possède 3 domaines. Celui des bactéries, qui sont des êtres vivants constitués d'une seule cellule sans noyau. Les archées, qui sont aussi des êtres vivants unicellulaires sans noyau. Ces organismes vivent le plus souvent dans des milieux extrêmes. Ils sont différents des bactéries à cause des matériaux dans lesquels est construite leur paroi. Enfin, les eucaryotes, qui sont des organismes pouvant être composés d'une seule cellule, c'est-à-dire unicellulaires ou de plusieurs cellules, appelées les pluricellulaires et qui possèdent un noyau. Ce qui englobe les animaux, les plantes, les champignons et généralement tous les êtres vivants que l'on peut voir à l'œil nu. Mais peut-on considérer une bactérie ou une cellule comme un être vivant à part entière? Ou encore, en descendant un peu plus bas dans le microcosme, estimer qu'un virus comme étant vivant. Les virus ne peuvent se répliquer en dehors des cellules qu'ils pénètrent. Et c'est la relation de leur génome avec celui des cellules qui permet la réplication et la multiplication de nouvelles particules virales. Les virus combinent leur code génétique avec celui de leurs cellules hôtes et vont leur reprogrammer afin qu'elles travaillent pour eux jusqu'à l'épuisement. En clair, sans ces cellules à coloniser, ils sont incapables de se nourrir et de se reproduire. Ils ne peuvent vivre en autonomie que temporairement et pour cette raison, certains biologistes à partir du XXe siècle ont soutenu qu'ils n'étaient pas vivants. De plus, un virus, une bactérie ou une cellule n'ont pas conscience qu'ils sont vivants. Ils ne sont que des fabriques ultra complexes à l'échelle microscopique qui forment les briques de la vie. Elles sont surtout des structures physico-chimiques constituées de molécules qui elles-mêmes sont composées d'atomes qui eux aussi sont un agencement de protons et de neutrons et ainsi de suite jusqu'au stade quantique. Les définitions fournies par les hommes concernant la vie restent évasives et controversées. D'ailleurs, les hommes n'ont jamais pu évoquer la possibilité d'une vie autre que biologique. Selon Freeman Dyson, un savant qui se présentait comme un dissident hérétique et fier de l'être, disait « La vie est tout système matériel sachant acquérir, stocker, traiter et utiliser de l'information afin d'organiser ses activités, ce qui inclut les virus tout autant que l'homme
et les machines intelligentes. Mon analyse est la suivante, mais elle reste une opinion personnelle, que vous y adhérez ou non n'est pas important pour moi. Nous avons vu récemment l'explosion des machines intelligentes telles les ordinateurs, les robots et autres drones. Ces machines commencent à être dotées d'une intelligence artificielle de plus en plus complexe, et cela en quelques années seulement. Et à moins que l'humanité ne régresse par différentes façons, comme une guerre totale ou un bouleversement planétaire, cette évolution va progresser de plus en plus jusqu'à arriver à une indépendance complète. Ce sera là un autre palier de l'évolution universelle. Donc il se pourrait que dans un avenir proche, une machine ou un programme informatique soit classé en tant que vie indépendante. À un moment ou un autre, la vie dans l'univers se composera du biologique et de l'informatique. Ceci est une nécessité définie par les lois de l'évolution et de la téléologie. La téléologie est une discipline qui a pour but d'étudier la finalité. L'intelligence et la conscience finissent inévitablement par engendrer une nouvelle forme de vie. Ceci débutera par la création de l'intelligence artificielle et se terminera par une vie post-biologique. Elle aussi sera entièrement autonome et agira selon des lois de l'évolution propres à elle. Une combinaison de vie biologique et non biologique est envisageable. Ceci a déjà commencé par l'assemblage entre hommes ou animaux et prothèses bioniques. Récemment, Greg Lewis, un homme de 55 ans affecté par une maladie qui endommageait son cœur par l'amylose, une maladie rare qui provoque l'accumulation de protéines anormales en excès jusqu'à ce qu'elles dégénèrent en une infection cardiaque. Cet homme est grâce aux recherches de deux médecins du Texas, le docteur Billy Cohen et le docteur Bud Fraser, qui ont développé une pompe pour remplacer son cœur. L'homme avait pu vivre son battement de cœur et son pouls durant quelque temps. Mais il mourut faute de trouver pour lui un foie. Sa maladie avait fini par détruire d'autres organes. La vie telle que perçue par l'esprit humain est restreinte au règne végétal et animal. Et pour lui, il n'est pas question d'une autre vision. Ceci est dû à ses idéaux éthiques ou théologiques. Et nous voilà revenus alors vers ce principe de l'anthropomorphisme et du maître étalon. L'homme ne mesure les choses qu'à sa propre dimension. Mais l'évolution est par l'intention primordiale qui a été derrière la création universelle ne l'attend guère, ni lui, ni ses projections restreintes. Et pour cette raison, même l'évolution de la compréhension humaine doit dépasser les limites qui s'est imposées. Lorsque j'ai discuté avec un ami, il m'a dit en substance que la vie est basée sur l'ADN qui conditionne la structure de toute substance vivante. Il m'avait dit « Comment veux-tu me faire croire qu'une machine fondée, elle, sur de la matière inerte puisse être vivante ?» Mais qu'est-ce l'ADN? N'est-elle pas un agencement renfermant des instructions codées? C'est une macromolécule biologique qui contient toute l'information génétique appelée génome et qui permet le développement, le fonctionnement et la reproduction des êtres vivants. C'est un acide nucléique au même titre que l'acide ribonucléique ou ARN. Les acides nucléiques sont avec les peptides et les glucides l'une des trois grandes familles de biopolymères essentiels à toutes les formes de vie connues. L'ADN est formé de milliards de combinaisons extrêmement complexes. Et le plus petit changement causera de grands effets bouleversants, dans le sens bénéfique ou au contraire nuisible. L'ADN permet surtout de structurer et d'organiser la matière constituée par tout ce dont la cellule a besoin afin de lancer le moteur de la vie. Elle façonne et arrange ces substances selon des séquences bien définies. Ceci grâce à l'information qu'elle contient. En finalité, elle n'est que le support d'instructions précises visant à codifier le comportement de ces cellules. Elle utilise par ailleurs, elle aussi, de la matière inerte pour engendrer la vie. Cela ne nous rappelle-t-il pas la codification des programmes informatiques de plus en plus intelligents? Dans un avenir proche, cette intelligence artificielle se développera d'une façon spectaculaire et sera capable de se reprogrammer d'elle-même pour évoluer indépendamment de l'humain. Elle sera capable de trouver les substances dont elle a besoin, comme l'énergie, pour fonctionner. Elle va s'autogérer, se réparer d'elle-même et serait capable d'engendrer de nouvelles entités. N'est-ce pas là une forme de vie indépendante? Dans le cadre de la recherche sur le deep learning, à savoir la manière dont les ordinateurs peuvent évoluer de façon autonome grâce à des algorithmes, le programme de recherche en intelligence artificielle du géant Google, baptisé Google Brain, a franchi un grand cap. En effet, les chercheurs sont parvenus à faire communiquer deux IA ou intelligences artificielles nommées Alice et Bob entre elles.
Alors que de son côté, une troisième IA du nom d'Eve avait pour but d'intercepter leur communication. Alors qu'ils n'avaient mis aucun algorithme spécifique en place, les chercheurs ont constaté que ces deux ordinateurs ont sécurisé leur communication par le biais d'un chiffrement qu'ils avaient eux-mêmes développé. Et si la troisième IA est parvenue à intercepter certaines communications, la majorité d'entre elles sont restées indéchiffrables. Mais cela donne une idée de l'avenir des intelligences artificielles qui pourraient être ainsi capables de communiquer dans un langage unique que nous ou d'autres ordinateurs ne pourront peut-être pas déchiffrer. Cela peut paraître effrayant. De grands noms comme Bill Gates, Stephen Hawking qui décrit l'intelligence artificielle comme soit la meilleure, soit la pire chose jamais arrivée à l'humanité, ou encore Elon Musk ont déjà mis en garde contre les éventuels dangers de l'évolution des IA à l'avenir. Certains ont d'ailleurs créé un groupement destiné à mettre en commun leurs avancées et réfléchir aux risques potentiels de leur découverte. Il s'agit d'un partnership en IA qui regroupe 5 acteurs majeurs du web puisqu'il s'agit de représentants des compagnies Amazon, Google, Facebook, IBM et Microsoft. D'ailleurs, lors d'une autre tentative de faire communiquer deux ordinateurs dotés de l'intelligence artificielle, ces derniers développèrent aussi un nouveau langage impénétrable par leurs concepteurs, qui n'ont eu d'autre choix que de les débrancher. Et ça fait peur. Mon ami m'avait rappelé qu'il y a une grande différence entre les machines et le vivant. Car en finalité, elles ne sont qu'une série d'algorithmes, même s'ils sont nombreux ou complexes. Il reste des mathématiques composées de chiffres et de lettres variables. Même que pour certains, c'est de l'abstrait. Mais mon ami a soit oublié ou ne savait pas que l'univers entier est basé sur les mathématiques, qu'il est une série complète d'arithmétique, de géométrie, de fonctions et d'équations. La biologie est l'aboutissement de tout cela et qui n'est en finalité que de la physique et de la chimie régie par ces lois. Ceci m'entraîne à penser que l'essence de la vie décidée par l'univers est l'intelligence qui produit la conscience et la volonté d'avoir un but. Que cette vie soit biologique ou informatique. Alors, si l'intention fondamentale de l'univers est la création de la vie, pourquoi n'arrive-t-on pas à découvrir cette explosion de vie ailleurs que sur notre planète? Nous nous retrouvons encore une fois devant une contradiction. Mais il faut savoir que ce paradoxe a déjà été traité. Il porte justement le nom évocateur de paradoxe de Fermi. Car il s'agit d'Enrico Fermi, né en 1901 à Rome et mort en 1954 à Chicago. C'est un physicien italien naturalisé américain. Ses recherches serviront de socle à l'exploitation de l'énergie nucléaire. D'ailleurs, il fut excellent à la fois en physique expérimentale et en physique théorique. Il est lauréat du prix Nobel de 1938. Il est également lauréat de la médaille Hughes en 1942, de la médaille Franklin en 1947 et du prix Rumford en 1953. Il est l'un des pères de la première bombe atomique américaine. Le paradoxe de Fermi est un argument lorsque la possibilité de l'existence d'une civilisation extraterrestre technologiquement avancée dans la Voie lactée est évoquée. Selon la légende plus ou moins documentée, un débat resté dans les annales remonte à 1950. Enrico Fermi et Edward Teller déjeunaient avec quelques collègues à Los Alamos lorsqu'ils étaient occupés à concevoir la bombe atomique. La conversation portait sur la supposition que les ovnis qui commençaient à défrayer la chronique aux États-Unis en ces temps-là soient effectivement des engins extraterrestres capables de franchir le mur de la vitesse de la lumière. Fermi, qui était habitué aux estimations rapides des ordres de grandeur en physique, n'avait pas tardé à évaluer le temps qu'il faudrait à une civilisation croissant dans la galaxie selon une loi exponentielle pour en coloniser toutes les étoiles. Et cela même en se déplaçant à une petite fraction de la vitesse de la lumière. Sa conclusion semble sans appel. Si une telle civilisation existait, elle devrait être là. Et c'est en cela que réside le paradoxe. Pourquoi toutes les statistiques et au vu des découvertes récentes en exobiologie, à savoir la découverte des molécules organiques dans les nuages moléculaires et l'existence de très nombreuses exoplanètes potentiellement habitables dans la Voie lactée, pour quelles raisons nous ne pouvons déceler la présence de cette vie extraterrestre? Donc, l'argument de Fermi ou son paradoxe constitue une objection très sérieuse sur l'existence de ces civilisations. Seraient-elles très rares et peu durables? Cela étant, les distances qui séparent les systèmes solaires susceptibles de contenir la vie sont extraordinaires. Et à moins d'avoir une technologie capable de les traverser à de très grandes vitesses, à une fraction proche de celle de la lumière,
Il serait invraisemblable que les civilisations puissent avoir des contacts entre elles. Beaucoup de théories ont été émises sur le sujet. Certains pensent que ces civilisations ont effectivement existé, mais en des temps anciens. Leur rencontre s'établit sur non seulement l'espace, mais aussi sur le temps. Ils ont pu nous précéder de quelques centaines à quelques millions d'années. D'autres théories supposent par exemple que les civilisations avancées sont bien là, mais qu'elles ne se montrent guère afin de nous éviter un choc culturel. Le raisonnement est fallacieux puisque le paradoxe de Fermi présume que la Terre aurait dû être colonisée bien avant l'apparition de l'homme. D'autres encore imaginent que ces civilisations sont rapidement devenues de super IA repliées sur elles-mêmes dans un monde virtuel infiniment plus intéressant que l'environnement réel et délaissant toute envie de coloniser la Voie lactée. Mais des informations récentes circulent de plus en plus à travers le monde sur l'éventualité de la présence extraterrestre d'entités dont nous n'avons aucune connaissance. Nous savons tous que de très nombreux témoignages sur la présence d'OVNI parviennent du monde entier. D'ailleurs, des régions plus que d'autres semblent attirer ces engins d'un type non connu. Même l'armée américaine vient de lever récemment le voile sur des documents classés auparavant ultra secrets. Ces documents recèlent des témoignages de pilotes de l'armée de l'air ainsi que celles de soldats activant sur des navires, dont des porte-avions. Vous pouvez le constater en faisant des recherches sur le net. Mais l'armée américaine n'a pas encore donné son avis sur ces vidéos et ces témoignages. D'ailleurs, elle fut obligée de les publier après des efforts intenses par des gens qui sont parvenus à faire bouger certaines figures du monde de la politique. Sinon, ce serait encore un secret bien gardé. Par ailleurs, l'armée et même les autorités civiles de l'aviation avaient fait d'énormes efforts pour interdire aux pilotes qui se sont confrontés à ces phénomènes d'en parler ou de divulguer ce qu'ils ont vu. Un autre fait troublant vient d'être dévoilé par le Times. Effectivement, la NASA a créé une commission rassemblant plusieurs religieux afin de discuter l'impact spirituel qu'aurait sur les croyants une éventuelle rencontre avec des extraterrestres. L'agence spatiale avait créé le programme et l'avait financé en 2016. Intitulé l'implication sociale de l'astrobiologie, le programme visait à anticiper la réaction des différentes communautés religieuses du monde le jour où des êtres venus d'autres planètes entreraient en contact avec les êtres humains. 24 théologiens et religieux, dont entre autres un prêtre anglican, un imam et un rabbin, se sont retrouvés pendant un an au Centre for Theological Inquiry de Princeton afin de débattre sur le sujet. Les conclusions sont étonnantes. Il semble que de telles rencontres ne poseraient guère de problème aux religions. Andrew Davison, prêtre anglican et théologien de l'université de Cambridge qui a participé au programme, estime que la communauté non religieuse a tendance à surestimer les défis que les personnes religieuses rencontreraient si jamais des preuves de vie loin de la terre faisaient surface. Chrétiens, juifs et musulmans n'auraient aucun mal à s'y faire, assure-t-il. La question se pose d'elle-même, la NASA nous prépare-t-elle à un événement extraordinaire, tel que la rencontre prochaine d'une vie non terrienne? La question reste suspendue pour l'instant et je vous laisse faire votre propre analyse. Prenons le sujet sur un autre plan, celui des probabilités. À combien est estimé le nombre de galaxies à travers l'univers? Jusqu'à récemment, les astrophysiciens estimaient leur nombre de 100 à 200 milliards de galaxies visibles. Mais ce chiffre déjà faramineux a été revu à la hausse. Depuis le lancement du télescope Hubble et après une vaste étude menée par Christopher Constellage de l'université de Nottingham, ce ne sont pas 100 à 200 milliards de galaxies, mais environ 2000 milliards qui sont repérables sur la voûte céleste. Et ce nombre sera revu probablement à la hausse lorsque d'autres télescopes plus puissants seront mis en service. Pour l'heure, personne, même pas les scientifiques, ne connaissent pratiquement rien de ces trillions de galaxies, puisque 90% d'entre elles doivent être davantage analysées. Et Constellation avait estimé qu'il pourrait y avoir 10 fois plus de galaxies que ce nombre déjà astronomique. Le nombre d'étoiles contenues dans ces galaxies est d'une moyenne d'environ 100 à 200 milliards et au moins autant de planètes. Et vous croyez toujours que la planète Terre est la seule capable de générer la vie? Quel cerveau sensé peut accorder du crédit à cette hypothèse? Et comme je l'ai évoqué auparavant, pensez-vous que l'univers se soit donné tout ce mal depuis environ 14 milliards d'années pour pondre un seul œuf et de surcroît minuscule? Il serait illogique de penser que nous soyons les seuls habitants dans ce vaste univers.
C'est comme si une boulangerie conçoit 1 million de pains par jour pour ne vendre qu'une centaine. D'ailleurs, il suffit que les conditions qui ont prévalu à l'émergence de la vie sur Terre soient réunies pour que l'expérience se répète. Cela s'appelle l'IST ou indice de similarité avec la Terre. Une planète abritant potentiellement la vie implique un corps terrestre ou rocheux. Il doit se situer dans la zone habitable d'une étoile avec des circonstances à peu près comparables à celles de la Terre. C'est-à-dire une planète jumelle et donc vraisemblablement favorable à la vie. Au XXIe siècle, les hommes ont envoyé le satellite Kepler afin d'identifier les planètes candidates à l'IST au sein de notre seule galaxie. D'autres satellites suivront et seront en mesure de détecter toujours plus de ces planètes susceptibles de réunir les scénarios propices à la vie. Parmi ces conditions est la distance qui sépare la planète de son étoile et elle est appelée la zone habitable. La zone habitable est un domaine théorique à proximité de l'étoile au sein duquel toutes les planètes présentes pourraient disposer d'eau liquide à leur surface si la pression était adéquate. Après une source d'énergie, l'eau liquide est considérée comme l'élément le plus important pour la vie, en grande partie en raison du rôle qu'elle joue sur notre Terre. Il est possible que cela ne soit que le reflet d'un biais dû à la dépendance à l'eau des espèces terrestres. Si des formes de vie étaient découvertes sur des planètes dont l'eau est absente, par exemple dans de l'ammoniac, la notion de zone habitable devrait être profondément révisée et même entièrement écartée car trop limitative. Mais l'eau reste pourtant le composant le plus favorable à l'émergence de la vie. D'ailleurs, sous toutes ses formes, elle est parmi les substances chimiques les plus abondantes dans l'univers. Le carbone est considéré comme le 4e élément le plus présent dans le cosmos. Et sur la centaine de corps inscrits dans le tableau périodique des éléments chimiques, 4 seulement servent de support à la vie et 2 d'entre eux sont indispensables, le carbone et l'eau. Alors, vous ne trouvez pas que nous revenons à chaque fois à l'intention première? L'univers est une immense et fantastique machine à créer la vie. Ma réflexion et mes pensées vont dans le sens de l'émergence et de l'épanouissement de la vie dans tout l'univers. Que cette vie n'a pas encore été détectée par l'homme ne veut pas dire nier les probabilités de son existence. D'ailleurs, la matière noire et l'énergie noire restent dans le domaine de la spéculation et pourtant, d'après les scientifiques, elles occuperaient 75% de l'espace universel. De toute façon, la façon de penser humaine va dans ce sens. La science actuelle prévoit et préconise que les humains doivent obligatoirement conquérir l'espace dans les plus brefs délais, selon les possibilités que la technologie permettra prochainement. De toute façon, c'est la seule solution pour que l'humanité puisse poursuivre son expansion et sa sauvegarde. Nous reviendrons prochainement sur ce sujet en évoquant d'autres questions. Et vu que cet épisode est assez long, j'ai prévu une petite suite pour cet épisode qui suivra incessamment. Si ce sujet et cette recherche de cette question existentielle et essentielle vous intéressent, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur les notifications pour vous informer des prochains épisodes. Merci aussi de partager s'il vous plaît. Avant de terminer, j'ai le plaisir de vous présenter mon nouveau livre qui vient d'être publié. C'est un roman d'anticipation qui reprend toutes les informations de cette série, mais en plus détaillé et romancé. Il raconte une intrigue à l'échelle planétaire et prophétise la fin de l'humanité et l'avènement d'une nouvelle forme de vie sur Terre et d'un nouvel ordre mondial. Je vous laisse les liens dans la description pour que vous puissiez y jeter un œil si vous le souhaitez. Et jusqu'au prochain épisode, je vous dis au revoir.